Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce Facebook Live des entretiens européens du Grand Est. On va ce soir discuter Europe et transfrontalier. Vous présenter rapidement d'abord les organisateurs, les sections du mouvement européen. Donc, le mouvement européen est une association transpartisane qui est engagée en faveur de la construction européenne. C'est une vieille association puisqu'elle existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et elle fédère aujourd'hui de nombreux militants, aussi plusieurs associations européennes en France qui mènent à la fois des actions de pédagogie, des actions de débat et de plaidoyer autour de la question de la citoyenneté européenne. Et toutes ces actions en font le premier acteur de la société civile européenne en France. Et ici, dans le Grand Est, on a la chance d'avoir 6 sections du mouvement européen qui travaillent de concert autour d'un projet qui s'appelle les Entretiens européens du Grand Est. L'idée, c'est de vous permettre, vous, internautes, de découvrir les principaux candidats à la présidence de la région Grand Est et de pouvoir leur poser des questions sur l'Europe, sur le transfrontalier, leurs programmes, leurs idées pour développer ces thématiques dans le Grand Est. Pour ce faire, nous allons recevoir 4 candidats. On recevra ces prochaines semaines Jean Rotner, Brigitte Klinkert et Aurélie Filippetti. Et ce soir, on vous propose de rencontrer Eliane Romani. Bonjour Eliane Romani. Bonsoir, bonsoir Alors, Hervé, bonsoir à toutes et à tous. merci d'être avec nous. Je vais vous présenter succinctement avant qu'on commence ce débat. Vous êtes orthophoniste de profession. Vous êtes engagé en politique depuis 2001. Vous avez été élu à Thionville en Moselle. Vous avez d'abord été élu municipal, puis vous êtes aussi devenu adjointe au maire en charge de l'urbanisme et de l'environnement. Vous avez aussi exercé plusieurs fonctions au sein du parti Europe Écologie Les Verts. Et aujourd'hui, vous vous présentez aux élections régionales avec une liste qui s'intitule Il est temps pour l'écologie et la justice sociale, qui rassemble plusieurs mouvements écologistes et de gauche. Et vous, enfin voilà, vous vous présentez à la présidence de la région Grand Est. Donc, comme je l'ai dit ce soir, nous allons parler de l'Europe et du transfrontalier. Pour les internautes qui nous suivent, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions dans le chat en commentaire. Et pour commencer cet entretien, je voulais vous proposer une question d'abord sur la question de nos voisins finalement européens, puisque la région Grand Est est la première région transfrontalière de France, ce qui est une chance pour la région, qui a de nombreux liens avec d'autres régions ou d'autres pays européens. Et ma première question, finalement, c'est vous, en tant que candidate et avec vos colistiers, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place avec ces régions européennes voisines? Sur quel sujet avez-vous envie de travailler avec elles? Euh, à vous la parole. Merci. Déjà vous dire que je vous parle depuis Thionville, qui est vraiment une ville frontalière du Luxembourg, que moi je suis née à la frontière luxembourgeoise côté français et que j'ai toujours connu ces liens entre la France et le Luxembourg. Et je vous dis à ceux, enfin les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre, mais à l'époque où on ne pouvait pas aller prendre de l'essence ou faire des courses au Luxembourg, on faisait tous de la contrebande. Donc, on a une grande expérience des échanges. Moi, à titre personnel et dans ma famille, on a tous une grande expérience dans ce domaine-là. C'est effectivement la région Grand Est, c'est la région qui a le plus de frontières, 760 km de frontières, mais c'est aussi celle en France qui est la plus transfrontalière, en ce sens que la moitié des Français qui travaillent à l'étranger sont de la région Grand Est. C'est dire la quantité des échanges, ils sont plus de 165 000 tous les jours à passer la frontière pour aller travailler. Donc,
Et en plus, la région Grand Est, elle est située, si vous voulez, en plein cœur de l'Europe, à la fois dans un axe nord-sud et est-ouest, ce qui fait qu'on a une situation extrêmement idéale en plein cœur de l'Europe. Je pense que c'est vraiment pour nous une chance et un atout, hein. Ce qu'on souhaite faire, nous, c'est à la fois positionner le Grand Est comme un acteur de premier plan au niveau européen, mais dans le sens de la solidarité entre nos pays, dans le sens de l'ouverture vers nos voisins et dans le sens de territoires qui sont solidaires, de territoires coopératifs, plutôt que de territoires en compétition. Ça, c'est l'esprit dans lequel on conçoit les échanges. Et on veut aussi donner l'occasion, en particulier aux jeunes, de pouvoir expérimenter les échanges avec nos voisins. Pour ce qui est du transfrontalier, c'est une question importante. On a, comment dire, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est renforcer cette coopération. Elle existe déjà, hein. C'est pas nouveau, elle existe déjà, avec la difficulté, cependant, que nous avons en face de nous des États qui ont des pouvoirs décisionnels que n'a pas la région Grand Est. Et dans un pays jacobin comme le nôtre, quelquefois, pour arriver à des réalisations, il faut repasser par le niveau central. Et ça, c'est un peu dommage et ça freine un certain nombre de choses. Ça, c'est le bémol. Pour autant, il y a des tas de sujets pour lesquels le frontalier, enfin, il y a des projets frontaliers importants. Il y a les questions de la mobilité, déjà des personnes. Il y a des projets qui se font déjà entre le Grand Est et puis nos voisins. Je veux dire des lignes de bus, des parkings de covoiturage. Et nous, on souhaite qu'on puisse aller plus loin, par exemple dans des lignes transfrontalières qui et à la fois dans les lignes transfrontalières pour les usagers, pour les voyageurs, mais aussi dans le ferroutage. Par exemple, on a un excellent exemple avec le ferroutage entre Bétambourg et Perpignan, qui est une réussite. Je pense qu'on doit pouvoir continuer à aller dans le sens-là. Et puis, il y a une coopération, je pense aussi, à développer du point de vue de la santé. On l'a vu à l'occasion de la crise sanitaire qu'on traverse, comment les hôpitaux en Allemagne, au Luxembourg, se sont ouverts pour accueillir des patients français. On voit aussi des fois la nécessité pour les transfrontaliers de pouvoir se soigner dans le pays où ils travaillent. On a là je pense, des coopérations à concrétiser et à amplifier. Et puis, il y a peut-être la difficulté, enfin le petit caillou dans la chaussure, c'est la rétrocession fiscale, la question de la rétrocession fiscale. C'est-à-dire qu'on constate que bon nombre de nos concitoyens vont travailler à l'étranger, payent leurs impôts à l'étranger et que les communes, par exemple frontalières, sont amenées à mettre en place des services particuliers, même, enfin, ou d'étendre des services pour les frontaliers. Je pense par exemple à la petite enfance. Dans les villes comme les nôtres, dans les villes frontalières, on est amené à étendre par exemple l'amplitude d'accueil des enfants en bas âge parce que leurs parents partent tôt, reviennent tard. Voilà, ça c'est un service qui incombe à la collectivité d'origine. De la même manière, on est amené à construire des parkings de covoiturage ou les infrastructures routières, etc. Et on se rend compte que de ce côté-ci de la frontière, on a des charges importantes et que néanmoins, les impôts sont payés de l'autre côté de la frontière. Et donc, il y a une réflexion qui se fait jour actuellement, qui est de dire qu'il serait juste qu'une partie de ces recettes fiscales puisse être rétrocédée
aux communes ou aux départements frontaliers. C'est quelque chose qui existe déjà dans le canton de Genève, qui rétrocède une certaine fiscalité. Et je pense qu'on pourrait aller dans le sens là. Vous imaginez bien que les pays qui accueillent les frontaliers ne l'entendent pas de cette oreille. Mais bon, je pense que c'est dans le dialogue qu'on va pouvoir avancer et qu'on va essayer, enfin, on arrivera à quelque chose qui est plus équitable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. En tous les cas, il y a une chose qui est importante, qui a été mise en place, c'est pour les frontaliers. En tous les cas, je parle des travailleurs frontaliers, la nécessité d'une information particulière, à la fois sur le droit du travail du pays d'accueil, à la fois sur les droits sociaux, sur la retraite, etc. Et il y a des initiatives ici ou là, de Maison du Luxembourg, etc., qui sont un peu éparses sur le territoire. Et je pense que maintenant, on pourrait imaginer d'avoir un guichet unique, d'organiser quelque chose qui soit une information complète, efficace, professionnelle pour les travailleurs frontaliers, mais qui soit aussi un peu un guichet unique et qui soit organisé sur tout le territoire. Très bien, merci beaucoup. En effet, cette question des frontaliers va revenir sans doute à plusieurs moments dans la soirée. Peut-être la deuxième question un peu en Peut-être introduction je peux vous interrompre deux Oui, minutes. dites-moi, Pardon. allez-y. Pas de problème. Je voulais dire qu'il vient, je crois, d'être voté un projet, le projet Interreg, le 6 de la grande région. Et les objectifs qui ont été pointés sur ce projet, c'est une grande région plus verte, une grande région plus sociale, plus proche des citoyens et avec une meilleure gouvernance. Et je pense que qui mieux que les écologistes et leurs alliés de gauche pour conduire ce projet Interreg qui a des objectifs qui semblent être taillés pour nous. Tout à fait. En effet, ce sont des ambitions partagées. En effet, on a commencé avec cette question des frontaliers qui, en effet, sont sans doute les citoyens du Grand Est qui éprouvent le plus l'Europe au quotidien en passant les frontières et qui ont pleine conscience de cette citoyenneté européenne et de ses apports et de ses bénéfices. La question qu'on souhaitait aussi vous poser en introduction, c'est la question des citoyens du Grand Est qui, eux, ne vivent pas forcément cette réalité européenne au jour le jour. Comment peut-être leur transmettre, comment leur faire prendre conscience de l'existence de cette citoyenneté européenne, comment peut-être aussi susciter chez eux l'envie de saisir certaines opportunités de mobilité ou d'emploi à l'étranger. Voilà, comment leur transmettre un peu cette question de l'Europe, comment en parler simplement aux citoyens du Grand Est qui sont voilà, pas toujours au fait de ces questions européennes et des possibilités et des opportunités transfrontalières. Euh, D'abord, nous avons une proposition qui n'est pas à l'attention vraiment des citoyens, mais qui montre quand même notre désir de coopération et d'ouverture avec nos voisins, qui est d'instaurer un statut de conseiller régional associé. Et notre objectif serait de permettre à chacun des pays frontaliers, je parle de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et je viens d'en oublier une, Et du et Bade-Württemberg, du sans doute, Bade-Württemberg, voilà, du pas de Bade-Württemberg, problème. d'envoyer un duo, un homme, une femme, qui participerait aux séances du Conseil régional, qui pourrait donc s'approprier la teneur de nos débats, de nos délibérations, de nos décisions, et de la même manière nous faire part de leur point de vue de citoyens belges, luxembourgeois, allemands, etc. Et je pense que c'est de nature à ouvrir cette coopération. Mais concernant votre question et concernant les citoyens, ce qui nous semblait le plus important, c'est ce qu'on fait pour la jeunesse en particulier.
Vous savez qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour que des jeunes puissent aller à l'étranger dans le cadre de leurs études. Je parle du programme Erasmus, mais aussi d'Erasmus+, pour les apprentis, du programme Voltaire, du programme Brigitte Sauzet. Enfin, il y en a un certain nombre dont beaucoup ne tiennent qu'à la volonté acharnée de certains enseignants. Notre proposition serait de faire en sorte qu'on ait, là encore, une proposition unique, mais qui reprendrait tous ces dispositifs-là, qui serait plutôt plus volontariste de la part de la région, avec ensuite l'idée d'une aide particulière pour les familles les plus modestes, parce que, bien entendu, ce n'est pas si simple pour des familles d'envoyer des jeunes à l'étranger, et aussi ces dispositifs qui pourraient être ouverts aussi aux filières techniques et professionnelles, ce elles ne sont pas souvent pour le moment. Donc l'idée, c'est bien de permettre aux jeunes, à tous, quelle que soit la filière dans laquelle il est, quel que soit son niveau social, de pouvoir faire cette expérience extraordinaire, de mon point de vue, de pouvoir vivre une expérience à l'étranger. Ça, c'est une première mesure. La deuxième mesure, nous avons la volonté de doubler les classes européennes de façon à ce que les jeunes puissent apprendre d'une façon plus orale, plus naturelle, à la fois la langue et la culture du voisin, penser dans la langue et la culture du voisin, mais pareil, de la même manière, l'étendre, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, au milieu, enfin, aux territoires ruraux et aussi aux quartiers populaires. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, de la même manière, la langue et la culture du voisin pour tout le monde, quelle que soit la géographie et le milieu social. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi renforcer ou accentuer l'accueil des étudiants de pays qui sont éligibles à l'aide au développement. Mais ça, c'est l'idée que les jeunes ont beaucoup à apprendre aussi de gens qui viendraient dans notre région. Très bien. Peut-être dernière question introductive et ensuite on pourra passer aux questions du public. Donc, je le rappelle, chers internautes qui nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo, en commentaire, et on les reprendra tout de suite après pour continuer ce débat et ce dialogue. Euh, Peut-être une question sur la question enfin, la région Grand Est est une région qui est assez jeune finalement, puisqu'elle a été voilà, créée à peine il y a quelques années. On est au terme d'un premier mandat pour les conseillers régionaux. Enfin, quels sont les atouts que vous identifiez pour le Grand Est afin d'être bien identifié en Europe par nos partenaires? Comment cette région peut rayonner en Europe? Qu'est-ce qu'elle apporte aussi peut-être à l'Europe? Et puis, voilà, comment peut-être promouvoir ce territoire qui parfois reste encore assez abstrait, y compris pour les citoyens de la région et aussi pour d'autres citoyens en dehors. Oui, effectivement. Alors, on a à Bruxelles la maison Grand Est Europe, qui est, on pourrait dire, la vitrine de la région Grand Est vis-à-vis des institutions européennes. Je pense qu'il faut accentuer, enfin, permettre un plus grand rayonnement de cette maison, faire en sorte qu'elle soit encore plus qu'elle ne l'est, ouverte à la société civile. C'est notre façon à nous d'être visibles au niveau européen. Ensuite, nous avons de l'Europe aussi, nous recevons beaucoup d'aide de l'Europe. Je pense que c'est important aussi de pouvoir les répartir équitablement sur le territoire. Nous avons la volonté d'être très attentifs à l'équité des territoires et nous aurons, nous, dans notre mandature, des élus en charge de ces questions-là. Et puis, je pense qu'il y a une dimension, là c'est la dimension économique, hein. On parle de la dimension économique aussi quand on parle de la maison Grand Est Europe. Et puis, il y a aussi la dimension culturelle, j'allais dire, et sportive. Il existe des mouvements, enfin des événements
sportifs ou culturels transfrontaliers. Je souhaite que nous puissions les soutenir, les amplifier, et je serais assez favorable au fait qu'on organise pour la jeunesse des événements comme les Jeux olympiques transfrontaliers, mais avec une dimension plutôt de coopération que de compétition, et avec plutôt une dimension de sobriété et d'écologie plutôt que les grandes dépenses qui sont faites aux Jeux olympiques. En tous les cas, faire en sorte que, et dans les études, et dans les échanges, dans les voyages, et dans le sport, et dans la culture, on puisse favoriser, en particulier pour les jeunes, le fait de se déplacer, de connaître et la langue et la culture, c'est quelque chose qui me semble assez important. De la même manière, je pense que il faut renforcer les études sur les langues, l'apprentissage des langues, l'apprentissage de la langue du voisin, mais aussi des langues régionales, faire en sorte que soit reconnue la culture de chacun, la diversité, et que la diversité soit bien présentée comme notre richesse commune. Très bien, merci beaucoup. On va déjà prendre quelques questions qui arrivent au fur et à mesure sur le chat, enfin les commentaires plutôt sous la vidéo Facebook. Peut-être pour rebondir sur ce qu'on se disait à propos de l'apprentissage de la culture, aussi de la question de la langue du voisin. Euh, il y a des réactions assez positives et Guy nous demande comment faire face notamment au manque de professeurs de langue. C'est le cas, il le cite pour l'allemand où c'est assez difficile en fait de faire face à. Enfin, il y a beaucoup de demandes finalement dans le Grand Est et aujourd'hui une pénurie d'enseignants aussi dans ces domaines-là. Comment y faire face? Est-ce que la région peut aussi faire quelque chose sur cette question? Alors là je crois qu'il me pose une colle. Je pense que c'est de la compétence de l'éducation nationale. Ce que je trouve important pour la région, c'est de favoriser toutes les initiatives en dehors même de l'école. Là, il y a une compétence nationale, hein, mais de favoriser les initiatives qui sont des initiatives souvent associatives d'apprentissage ici du luxembourgeois, ici voilà, du francique, là de l'alsacien, de l'allemand, etc., en dehors du système scolaire. Mhm. Très bien. Euh, Peut-être une autre question de Frédéric qui demande comment voulez-vous accélérer la coopération transfrontalière pour une zone à faible émission franco-allemande? En effet, peut-être pour ceux qui arrivent, ou quelques internautes, il y a plusieurs métropoles qui mettent en place aujourd'hui des zones à faible émission enfin, qui sont mises en place, enfin, c'est une loi hein, qui met en place ces zones pour réduire la pollution notamment dans les métropoles. Et la question du transfrontalier se pose parfois sur cette question. Donc, comment peut-être travailler avec les voisins sur cette question de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ou de polluants, notamment dans les centres urbains. Alors, la qualité de l'air, c'est une question de santé importante puisqu'on a près de 50 000 morts prématurées par an en France du fait de la pollution de l'air. Donc, c'est heureux qu'on puisse aller vers ces zones à faible émission, qu'on puisse y travailler avec nos voisins, c'est une chose. Nous, dans notre projet, nous avons des propositions extrêmement concrètes concernant, par exemple, la mobilité. À la fois la mobilité des voyageurs, des personnes, et à la fois le transport de marchandises, je l'ai dit tout à l'heure. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse donner à chacun le moyen d'utiliser, quand c'est possible, un transport en commun. Ce sont des mesures qui diminuent la congestion sur nos routes,
qui améliorent la qualité de l'air, qui diminuent l'accidentologie et aussi qui augmentent la qualité de vie des gens, puisque c'est quand même plus sympathique de se déplacer dans un train que de conduire sa propre voiture aller-retour dans les bouchons, hein. Et on a ce souci-là. Dans notre projet, nous avons volonté en particulier d'ouvrir des lignes de proximité, des lignes de train pardon, de proximité. Et c'est des mesures qui concourent à la meilleure qualité de l'air. De la même manière, nous souhaitons pouvoir faire en sorte que les marchandises qui en ce moment se trouvent beaucoup sur les camions sur nos routes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Les autres ont fait des avancées extraordinaires que nous n'avons pas fait. Pour ce qui concerne notre région, nous souhaitons mettre l'accent sur le fait de déplacer ces marchandises par la voie ferrée ou la voie d'eau. C'est aussi là des choses qui concourent à une meilleure qualité de l'air. Très bien. En effet, c'est un vrai enjeu, ces questions de Tout à fait. C'est pas mobilité et de rien, 50 000 transport. morts prématurés par an, hein. C'est vraiment une question. Vous voyez, on voit comment les questions d'écologie sont liées à la qualité de vie, sont liées, voilà, à l'économie. C'est des choses qui vont dans le sens d'une meilleure qualité de vie des gens et on sauve des vies ce faisant. C'est pas mal. Très bien. Peut-être pour continuer sur la question alors, il y a une question d'Arnaud sur la question aussi de plusieurs dossiers environnementaux. Alors là, il cite un dossier qui est le site de stockage nucléaire à Bure. Et il dit notamment enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce projet et surtout que les voisins européens n'aient pas été consultés parce qu'en effet, il y a plusieurs dossiers écologiques enfin, environnementaux à enjeu dans la région Grand Est. On peut parler du site de stockage nucléaire à Bure. Il y a eu, il y a quelques années, la question de la centrale de Fessenheim. Il y a aussi aujourd'hui Stockamine en Alsace. Donc, sur ces dossiers, c'est vrai que nos voisins européens s'inquiètent aussi et ne sont pas forcément associés aux discussions. Quelle est votre vision un peu sur ces questions-là et comment on peut peut-être associer les voisins qui sont tout aussi concernés par ces risques de pollution? Alors, ce n'est pas forcément une compétence régionale, mais bien entendu, pour ma part, moi je suis militante écologiste depuis 20 ans. Vous imaginez bien que pour nous, enfouir des déchets toxiques sous la terre, soit à Bure, soit celle de Stockamine, où je me rendrai demain, enfin demain, je crois, où je serai présente demain, et à Bure, je serai présente début juin parce qu'il y a un procès qui nous concerne. Enfin bon, donc je serai dans les prochains jours, une fois à Stockamine, une fois à Bure, et j'habite à 6 km de la centrale nucléaire de Cattenom. Donc pour nous déjà, ce sont des projets qui sont vraiment néfastes pour l'environnement, puisque à terme, ils présentent des dangers vraiment importants, et pour ce qui concerne Stockamine, des dangers concernant la nappe phréatique. Mais donc nous ne souhaitons pas, pour notre part, nous ne souhaitons pas qu'on enfouisse ces déchets, mais au contraire qu'on les sorte et qu'on les mette en subsurface et qu'on les contrôle. Voilà, ça c'est la première chose. Idéalement qu'on n'en produise plus, hein, concernant les déchets nucléaires. Mais c'est vrai que nos voisins s'inquiètent. Ils ont été associés, je sais qu'il y a plusieurs années, j'étais membre de la commission locale d'information de la centrale nucléaire de Cattenom, et on avait été associé à cette commission, il me semble, des Luxembourgeois et des Allemands aussi, qui pouvaient participer à cette commission locale d'information. Je pense que c'est le minimum. Les Luxembourgeois, les Allemands, eh bien, protestent contre le fait qu'un certain nombre de projets qui concernent la France les impacteraient, enfin les impactent directement et que bien sûr ils n'ont pas été consultés. Mais ça, je le déplore, mais c'est de compétence nationale, et je pense qu'ils ont bien raison de continuer à dire ce qu'ils ont à dire pour défendre l'intégrité de leur territoire et la santé de leur population.
Très bien. Peut-être si je passe à une autre question, il y a plusieurs questions qui nous arrivent encore. Quelles actions de la région pour une reprise économique verte? D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un grand plan de relance européen qui intègre aussi, hein, ces questions-là. Donc, quelles sont un peu, vous, vos propositions, vos souhaits aussi pour cette reprise économique, mais voilà, plus verte, plus durable? Et est-ce que une conditionnalité des aides régionales est envisagée? Tout à fait. Donc, c'est une question importante parce que l'économie est une compétence majeure de la région Grand Est. Et effectivement, l'un des leviers pour nous est de faire en sorte que les aides qui sont données aux entreprises soient conditionnées, des conditionnalités à la fois sociales et à la fois environnementales. C'est-à-dire l'aide de la collectivité doit aller vers des entreprises qui ont déjà ou qui sont en train d'aller dans le sens de la transition écologique, c'est-à-dire qu'elles ont réfléchi à comment diminuer les gaz à effet de serre, comment changer leur process, comment ne pas détruire la biodiversité, comment économiser l'eau et l'énergie, etc. Donc ça, c'est les conditionnalités écologiques. Et puis des conditionnalités sociales aussi. L'aide de la collectivité ira à des entreprises qui ont une politique d'égalité salariale, de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes dans les entreprises réellement, qui ont une politique d'inclusion vis-à-vis des personnes handicapées, par exemple, d'accessibilité pour ces personnels, etc. Donc ça, c'est une des mesures que je peux vous annoncer clairement. Les aides seront conditionnées par des conditionnalités écologiques et sociales. Et puis, il faut être aussi peut-être subtil, c'est qu'à un moment donné, il y a des entreprises qui sont très émettrices de gaz à effet de serre et qui veulent aller vers une transition. Ça prend peut-être du temps, mais il n'est pas exclu de les y accompagner. L'idée, c'est pas blanc ou noir, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas les bons et les méchants d'un côté, c'est de dire on accompagne celles qui vont dans le sens de la transition écologique et sociale, et puis et celles qui sont, mais celles aussi qui veulent y aller. Ça, c'est l'un des leviers en matière économique. L'autre levier, c'est aussi de consolider ou de créer des filières économiques. Je m'explique. Je donne deux exemples, ou des deux exemples. Celui du bois, la filière bois, par exemple, est aujourd'hui, c'est une filière qui est importante, ce n'est pas un détail. La forêt représente un tiers de la surface du Grand Est. Il y a plus d'emplois dans le domaine de la filière bois que dans l'automobile ou le tourisme. Ça n'est pas rien. Pour autant, et c'est une ressource donc importante de notre région, pour autant, le bois est vendu, part à l'étranger et ça veut dire zéro plus-value pour la région et pour les habitants. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable, ce n'est pas en tous les cas vertueux d'un point de vue économique. Et parallèlement, on a des gens qui ont envie de construire des maisons en bois pour des raisons écologiques. On a des architectes qui sont capables de le faire. On a des laboratoires de recherche extraordinaires, des établissements de formation très, très importants dans ce domaine, du CAP jusqu'au niveau d'ingénieur très élevé, très pointu. On a des laboratoires très performants parmi les meilleurs d'Europe et on a besoin, me semble-t-il, de mettre ensemble autour de la table tous ces acteurs qui sont tout à fait partants pour le faire et de dire comment on s'organise, organisons-nous pour que dans le Grand Est soit la première région dans l'innovation de la construction bois, parce qu'aujourd'hui, il existe des maisons qu'on construit en bois, mais on ne sait pas très bien d'où vient le bois. Il peut très bien venir d'ailleurs, du fin fond de l'Europe, alors que là, on a dans notre région des bois qui pourraient servir à la construction de nos maisons. L'idée est la suivante,
à partir des ressources de notre territoire, qui sont nombreuses, faisons en sorte que la plus-value ne parte pas sur des marchés financiers et ne serve pas à notre région, mais au contraire, faisons en sorte que des filières se créent, des entreprises s'installent, qu'il y ait des coopérations entre la formation, les entreprises et la recherche pour faire de l'innovation dans ce domaine et garder la plus-value dans notre région. Je le dis pour le bois, mais je pourrais le dire de la même manière pour le chanvre. Aujourd'hui, savez-vous que le Grand Est est le premier producteur de chanvre, c'est la première région productrice de chanvre en Europe, et ça n'est pas rien, parce qu'il y a des débouchés dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la construction, dans le domaine du textile, dans le domaine, et dans le domaine des composites. Voilà. Eh bien, là, de la même manière, on ne perd pas enfin, il y a une richesse là qu'il faut organiser. C'est l'idée d'une région stratège avec l'objectif que la richesse, enfin, on transforme la richesse dans notre région et qu'on en garde la plus-value. Hein, qu'il n'y ait pas la même orientation que de dire, nous, ce qu'on veut, c'est attirer les grandes entreprises, voilà, et c'est tout. Non, nous, ce qu'on veut, c'est créer des entreprises qui construisent, qui font du développement local, qui permettent des emplois locaux non délocalisables. On veut mettre en synergie ces entreprises. On veut que le territoire puisse avoir des entreprises nombreuses qui restent sur le territoire et qui font la richesse de ce territoire. Très bien, bah, peut-être sur la même thématique, je vois une question de Stéphane qui pose une question là, sur la question des étudiants et des chercheurs qui viennent en Grand Est pour leurs études ou pour faire de la recherche ici, dans les universités du Grand Est, et comment peut-être mieux attirer ces talents, comment rendre les universités ou les laboratoires de la région plus attrayants, plus compétitifs. Par exemple, est-ce qu'il faut développer des bourses régionales pour attirer aussi des étudiants ou des chercheurs qui viennent d'ailleurs pour qu'ils viennent en Grand Est plutôt que l'inverse, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la mobilité des citoyens du Grand Est dans d'autres régions européennes, Oui. mais on n'a pas forcément parlé de comment on peut attirer ceux qui viennent et peut-être justement qui peuvent aider à développer ces filières dont on a parlé. Alors, moi, je pense que, comment dire, pour moi, le plus important, c'est de mettre la recherche au service de grands projets régionaux en lien avec les entreprises, en lien avec les collectivités locales, en lien avec ceux qui font la richesse, les producteurs, et faire en sorte qu'on ait là un écosystème qui soit vertueux. Et je pense qu'on a, dans certains domaines, je vous en ai cité deux, on a là, je pense, de quoi avancer dans l'innovation et faire en sorte que l'innovation va attirer aussi un certain nombre de gens de l'extérieur. Plus que l'idée de dire je vais mettre des bourses pour que les gens viennent, je propose qu'on promeuve un écosystème autour de la recherche et des entreprises qui font que ça devient attractif. J'étais il y a quelques jours à Nancy voir le projet Urban Loop, qui est le projet de déplacement électrique moyen de déplacement électrique sur rail, probablement le plus économe du monde. En tous les cas, dans quelques jours, ils vont tenter le record du monde. Et c'est une initiative qui est une initiative d'étudiants avec leurs enseignants de plusieurs universités, aujourd'hui d'une dizaine de laboratoires de recherche de la région de Nancy. Et je trouve que c'est extrêmement prometteur. Moi, j'ai été bluffée par cette initiative. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'à une autre époque, les étudiants auraient rêvé de construire une fusée ou une centrale nucléaire. Aujourd'hui, ce qu'ils rêvent, c'est de répondre
à la transition écologique, d'avoir quelque chose qui soit très économe en énergie, extrêmement sobre, avec un détail au niveau même de la biodiversité, qui n'abîme pas la biodiversité. Ces préoccupations-là sont dans la tête des étudiants et de leurs enseignants, et ça arrive à quelque chose qui est, derrière, il y a bien sûr beaucoup d'intelligence artificielle, hein, mais ça arrive à un niveau, voilà, un record du monde, et je pense que prochainement, beaucoup des médias du monde entier seront focalisés là-dessus. Et je pense que c'est ça que nous voulons aussi favoriser. On est dans une période où les gens, à titre individuel, ont compris les enjeux climatiques, comprennent ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, hein, comprennent ce que c'est l'écologie, et chacun à son niveau a envie d'y contribuer. On voit beaucoup de comportements changer chez les individus, dans les associations, dans les entreprises, et maintenant, je veux dire, dans la recherche. Il n'y a qu'un endroit où ça ne bouge pas beaucoup, c'est dans les politiques publiques. Et donc, c'est pour ça que nous voulons, nous, pouvoir gagner cette région et faire en sorte qu'elle devienne enfin un moteur de transition écologique dans son entier, que les politiques publiques aillent dans ce sens. Et pour la jeunesse, peut-être ça répondra aussi peut-être à votre question, bon, la jeunesse, elle vit des choses extrêmement difficiles. Je suis un peu choquée de voir que en 2020, le bilan budgétaire, enfin le bilan budgétaire de la région est excédentaire. Je pense qu'on aurait, avec cet argent, beaucoup contribué à améliorer la qualité de vie des jeunes, ce qui n'a pas été le cas, et je le déplore. Pour notre part, en tout cas, nous souhaitons promouvoir 100 000 projets d'avenir pour la transition écologique, c'est-à-dire des jeunes qui promeuvent par une entreprise, une association, des projets de transition écologique et sociale, et que nous aiderons avec un revenu de transition écologique qui leur permettra de mener à bien leurs projets. C'est aussi ça, à mon avis, qu'on peut promouvoir à la fois dans la recherche, à la fois dans les entreprises, à la fois dans le milieu associatif, pour que les jeunes puissent se projeter dans l'avenir, aller dans le sens de la transition que nous souhaitons, et nous souhaitons les y aider parce que nous faisons confiance, nous faisons confiance à la jeunesse. Très bien. Euh, un beau message, et je regarde en même temps les questions qui continuent d'arriver. Il y a une question de Guy, alors sur les transports transfrontaliers, certes on en a déjà parlé, voilà peut-être sur les mesures concrètes que vous souhaitiez mettre en place pour faciliter le transport transfrontalier, mais il complète sa question en demandant si vous êtes favorable à une écotaxe régionale et comment la mettre en place. Je pense que notamment ça concerne le trafic de camions, souvent qui passent dans le Grand Est et qui encombrent parfois les routes et contribuent aussi à la pollution de l'air. Oui, c'est ça. La loi climat résilience, qui a beaucoup d'inconvénients, qui a été très insuffisante, hein, au regard des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, que pourtant le président de la République avait annoncé euh, pouvoir transférer sans filtre à l'Assemblée nationale, et qu'il n'a pas fait. Cette loi, donc, qui est très insuffisante, mais elle a peut-être quelques intérêts, celui-là en tout cas, de permettre aux régions de pouvoir mettre en place une taxe de transit pour les transporteurs qui transportent de la marchandise par la route. C'est une recette importante qui nous permettrait de mettre en place ce que j'ai indiqué tout à l'heure, et qui est de dire stop, les marchandises ne doivent plus circuler sur la route. On peut tout à fait bien, et d'autres pays l'ont fait, tout à fait bien les transporter sur le rail ou sur la voie d'eau. Les expériences en Europe sont importantes dans ce sens. Elles sont toutes positives. Je prendrai celui de l'Autriche ou celui de la Suisse, par exemple. On sait faire ça. Avec les moyens de cette taxe de transit, on pourrait le faire. Et moi, j'y suis effectivement favorable. Très bien, merci, c'est très clair. Je passe à une autre question, cette fois
de Daniel qui veut parler décentralisation, parce qu'il y a aussi d'ailleurs une loi en discussion à l'Assemblée nationale sur la question et qui vous demande si vous seriez d'accord pour demander, donc à l'Assemblée nationale, je pense, de confier aux régions des compétences en matière de santé et d'éducation plus importantes. Donc à la fois sur la question de la santé, est-ce qu'il est nécessaire de renforcer les compétences de la région et aussi en matière d'éducation. Peut-être d'ailleurs que Daniel pense aux compétences parfois de certaines autres régions voisines qui ont ces compétences-là. C'est le cas en Allemagne, par exemple, des Länder qui possèdent ces compétences en matière de santé et Oui, d'éducation beaucoup plus importantes que nous. oui. Alors, comment dire? Comme en tant qu'écologiste, moi, je suis, plutôt, régionaliste et fédéraliste et je pense que nos régions ne sont pas des vraies, autorités, parce que, elles ne prélèvent pas l'impôt et elles ne décident pas des politiques publiques complètement. C'est-à-dire, elles reçoivent de l'argent de l'État qui est fléché et elles effectivement, après, elles répartissent ou elles orientent, ces sommes-là. Mais vous voyez qu'on est loin. Je pense que l'exemple qui vient, c'est effectivement celui des Länder. On est très loin de cette organisation de l'État comme elle existe en Allemagne, qui pour moi aurait des méfaveurs, hein. Et donc, je serais plutôt tentée d'aller dans ce sens-là. Je trouverais plus intéressant. L'idée, c'est l'idée de la subsidiarité. C'est-à-dire, il est intéressant que les décisions publiques soient prises au niveau où elles s'appliquent. C'est-à-dire, ce sont les régions qui doivent décider pour ce qui concerne les habitants de la région et il reste des compétences de l'État qui s'appliquent aux politiques qui visent l'ensemble du pays, hein. Donc, cette parenthèse étant faite, dans ce cadre-là, bien sûr, je serais favorable au fait qu'on aille dans ce sens-là et qu'on puisse étendre les compétences de la région. Pour autant, la région n'est pas, elle a un droit d'expérimentation et elle peut se saisir d'un certain nombre de questions. L'éducation en fait partie. Je pense par exemple à l'éducation à l'environnement ou à la formation professionnelle. Ça veut dire, si on parle, pas de l'éducation nationale, mais si on parle par exemple de l'éducation à l'environnement, je trouve que c'est extrêmement important pour une région qui, nous le souhaitons, veut entrer dans une transition écologique. On peut aider effectivement tous les acteurs, mais on peut aussi imaginer dans les formations qui relèvent de la région d'introduire des formations qui n'existent pas trop pour le moment et qui sont celles qui font appréhender les enjeux climatiques, par exemple. On peut faire des choses dans ce sens-là, en effet. Très bien. Euh, Peut-être en parallèle, et on l'a dit, mais comment vous positionnez-vous sur l'enseignement du bilinguisme? Alors, je pense que c'est français, allemand. Dans les établissements scolaires de la région, comment favoriser l'apprentissage de l'allemand, comment peut-être aussi créer une stratégie autour de ça, parce que c'est pareil, je pense, enfin, dans la préparation de ce débat, la question était venue. C'est vrai qu'il y a d'autres régions, comme par exemple la Sarre, qui développe vraiment une stratégie très ambitieuse en matière de bilinguisme sur l'apprentissage du français. Est-ce que, voilà, que peut faire la région Grand Est? Qu'est-ce que vous pouvez peut-être mettre en place pour promouvoir l'apprentissage de l'allemand et renforcer l'apprentissage de la langue du voisin pour favoriser aussi le bilinguisme et les opportunités pour les écoliers et élèves du Grand Est? Oui, alors moi je suis favorable à ce qu'on puisse promouvoir la langue du voisin, mais aussi les langues régionales. Voilà, on a une région qui a une grande diversité à la fois, et l'important, je pense que c'est de reconnaître cette diversité, de reconnaître les cultures qui sont présentes dans notre région
et la langue en fait partie. Ça fait partie aussi de l'identité profonde des gens que la langue maternelle, par exemple, ou la langue régionale. Et donc, je suis favorable au fait qu'on puisse promouvoir et les langues régionales et les langues du voisin. Et les spécialistes de cette question me disent qu'on ne promeut, par exemple, l'alsacien que si on est capable aussi de promouvoir l'allemand. Et je pense que ça va effectivement de pair. Mm. Très bien. Je vois encore quelques questions et je pense qu'on va arriver après vers la fin du débat. Il y a une question sur la défense du siège du Parlement européen à Strasbourg, qui est une question forcément qui concerne aussi la région et les différentes collectivités qui s'engagent pour ce siège. Comment vous voyez cette défense du siège du Parlement européen à Strasbourg, de la présence des institutions dans la région Grand Est, et comment peut-être renforcer voilà, le positionnement de la région Grand Est pour l'accueil de ces institutions. Quel rôle peut jouer la région et qu'est-ce que vous avez envie de porter sur ce dossier? Oui, alors merci de la question à la personne qui nous l'a posée, parce que c'est une des... J'ai oublié de le dire tout à l'heure, quand on parlait du rayonnement du Grand Est en Europe, il y a effectivement la place de Strasbourg comme siège du Parlement européen, mais aussi bon, d'autres institutions. Et moi, je suis effectivement favorable à ce que ça reste à Strasbourg. Pour des raisons historiques d'abord, parce que la France et l'Allemagne ont été à l'initiative de la construction européenne, aussi pour des raisons économiques, et puis pour des raisons j'allais dire, de pragmatisme, de bon sens, parce que les députés européens, ils ne font pas plus de route de venir à Strasbourg qu'au contraire d'aller à Bruxelles. Strasbourg est plus central que Bruxelles, et que ça ne dérange qu'à mon avis que quelques hauts fonctionnaires. Et donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire pour le confort de quelques hauts fonctionnaires de changer la capitale européenne, en tous les cas de certaines de ces institutions. Et je souhaite qu'elles restent à Strasbourg. Et je pense que nous sommes au moins tous d'accord là-dessus, et qu'il faudra renforcer le lobbying autour de Strasbourg comme siège du Parlement européen, et qui reste une capitale européenne. Et je pense que c'est aussi de nature à conforter la place de la région Grand Est en Europe, et c'est aussi de nature à renforcer l'économie de la région et le tourisme régional. Très bien. Je vois encore quelques dernières questions qu'on va prendre et ensuite je vous proposerai de conclure. Il y a une question de Michel qui nous demande quels seraient les pouvoirs de la région, ou que peut faire la région contre l'exploitation du gaz de houille dans l'Est mosellan. Alors peut-être c'est un dossier que vous connaissez mieux que moi, mais Gaz de couche, bien sûr, je combats effectivement cette exploitation qui est une catastrophe du point de vue écologique. Et j'étais encore, il y a quelques semaines, en manifestation à Metz, à côté des associations et des chercheurs de l'Université de Lorraine qui combattent ça. Bien entendu, alors, c'est une décision qui ne revient pas à la région. Néanmoins, moi, présidente, je porterai haut et fort le fait que la transition écologique ne peut pas aller de pair avec l'extraction d'énergie fossile, en particulier ce type d'extraction qui est extrêmement dangereuse pour l'environnement. Nous avons les moyens aujourd'hui techniques de laisser le pétrole en sous-sol, le gaz, d'arrêter l'extraction et de faire en sorte que notre région entre dans une transition bien pensée.
Il est important dans un premier temps de faire en sorte de maîtriser la demande énergétique. On peut le faire très facilement, par exemple, en faisant un grand plan. Alors, on le fait déjà quand on fait les propositions que je viens de faire concernant la mobilité. Mais on peut le faire aussi, par exemple, avec un plan très ambitieux d'isolation des bâtiments qui permet, tout va bien, un plus pour la planète, un plus pour le budget des ménages, voilà, et un plus pour l'écologie et un plus pour l'économie parce que c'est extrêmement créateur d'emplois non délocalisables. Maîtrise de l'énergie, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la production d'énergie renouvelable. Nous avons beaucoup de possibilités en région Grand Est et pour notre part, nous voulons engager la région dans cette direction et faire en sorte que on arrive à une région à énergie positive, c'est-à-dire qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. C'est tout à fait possible, c'est très bon pour la planète et c'est créateur d'emplois non délocalisables. Ça coche toutes les cases, plutôt que d'aller chercher dans le sous-sol du gaz de couche. Très bien. Peut-être une dernière question, et après je vous poserai une question de conclusion, mais de Miguel qui nous parle bon, que la région est autorité de gestion pour les fonds européens. Donc, c'est elle qui gère ces fonds européens et qui a une nouvelle programmation qui commence avec de nouvelles ambitions. Et il nous parle du fonds FEADER, alors qui est un fonds de développement rural et qui, notamment, est le deuxième pilier de la PAC, donc la politique agricole commune, pour ceux qui nous suivent. Donc, il y a cette politique européenne voilà, autour de l'agriculture et qui permet de financer et d'orienter aussi les priorités de l'agriculture. Comment vous voulez mobiliser ces fonds? Quels changements majeurs vous avez envie de mettre en place grâce à ces fonds? Voilà, est-ce que c'est des fonds qui vont permettre peut-être aussi une transition dans le domaine de l'agriculture ou de répondre à des enjeux climatiques qui vous sont chers aussi? Oui, ces fonds, ce pilier-là permet à la fois d'accompagner les agricultures qui veulent aller dans le sens de la transition écologique vers une agriculture respectueuse de l'environnement, du bien-être animal, des paysages et vers l'agriculture biologique. On peut les y accompagner. Et c'est aussi une possibilité, enfin des fonds qui permettent d'aider à l'installation de nouveaux agriculteurs qui vont dans l'agriculture biologique. Donc là, il y a une opportunité très importante de faire en sorte que on arrive à une souveraineté alimentaire dans notre région avec une question qui est celle du foncier. Il est très important pour nous de préserver les terres agricoles, d'arrêter l'étalement urbain sur ces terres agricoles, de faire en sorte que les terres agricoles restent aux agriculteurs et qu'on puisse produire une alimentation de qualité pour toutes et tous. On va faire en sorte d'avoir des plans territoriaux d'alimentation, des plans d'alimentation territoriaux de façon à ce qu'on puisse aller dans ce sens-là. Plus généralement, je suis favorable à l'expérimentation pour la région Grand Est d'une sécurité sociale de l'alimentation, de la même manière qu'on a été capable de mettre en place ce truc fantastique qu'est la sécurité sociale et qui permet à chacun de se soigner, donc d'avoir un droit à la santé. Il nous importe d'expérimenter un droit à l'alimentation de qualité pour tous. Très concrètement, aujourd'hui, si vous avez de l'argent, vous pouvez manger correctement. Ça veut dire voilà, des produits locaux qui ne soient pas complètement saturés de produits chimiques. Si vous avez moins d'argent, c'est plus compliqué. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'expérimenter ce droit-là. Et en particulier pour ce qui concerne, dans tous les cas, les restaurations collectives des lycées, par exemple, puisque c'est la compétence de la région, bien entendu, on fera en sorte que les repas soient servis avec des produits locaux, si possible bio, et éventuellement moins carnés qu'ils ne sont aujourd'hui. Très bien. C'est très important ce FEADER. Très bien, merci beaucoup.
Peut-être pour conclure, je prends encore une question qui est dans le chat et je la mets à la question un peu de conclusion. Il y a une personne qui vous demande quel serait votre principal objectif lors de ce mandat. Alors, c'est peut-être un résumé très court de tous nos échanges. Et en plus de cette question, on avait envie de vous demander en conclusion, quelle est votre vision de l'Europe? Quel est votre idéal européen? Peut-être vous, quelle est l'Europe que vous rêvez finalement et à quoi ressemblerait cette Europe pour vous? Euh, L'objectif pour nous, c'est d'engager la région Grand Est dans le 21e siècle, c'est de faire en sorte que le développement de notre région prenne en compte les finitudes de la planète. Et ça tombe bien parce que c'est une super opportunité pour créer d'abord une bonne qualité de vie pour les gens, des emplois non délocalisables, faire en sorte que nous puissions respirer un air sain, manger une alimentation de qualité, nous déplacer de façon à ne pas continuer à polluer et l'air et la planète. Donc c'est très bien, c'est à la fois un défi à relever et à la fois une opportunité pour la qualité de vie de chacun. C'est ça l'objectif, c'est aller vers la transition écologique et sociale, faire en sorte que les politiques publiques soient aussi plus égalitaires pour chacun. Ça, c'est l'objectif. Enfin, rentrer dans le 21e siècle. Et puis, pour l'Europe, pour ma part, je souhaiterais qu'elle soit de la même, enfin, plus proche des citoyens. Alors, de mon point de vue, plus fédéral, ça veut dire que les décisions, enfin, alors, plus démocratique, je veux dire, ça veut dire que enfin, le rôle du Parlement européen soit accru et plus proche des citoyens et que ce ne soit pas une Europe des États comme c'est très souvent le cas, mais qu'on soit plus, oui, plus dans le rôle enfin qu'on donne plus de rôle au Parlement européen. Parce qu'en plus, il a un fonctionnement que, pour ma part, je trouve tout à fait intéressant. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour vos idées, vos propositions et ce débat qui a permis de dialoguer, même à distance, même en visioconférence, de dialoguer avec les internautes qui étaient avec nous ce soir. La Je vous vidéo remercie en sera... tous les cas de m'en avoir donné l'opportunité. Je remercie les internautes de leurs nombreuses questions. C'est vraiment très, très dynamique hein, d'avoir autant de questions. Je trouve ça très intéressant pour ma part. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté d'y répondre. Je voulais encore aussi remercier les bénévoles des différentes sections du mouvement européen qui sont engagés sur ce projet, les 6 sections qui font partie enfin, qui sont présentes et qui sont très actives dans la région Grand Est pour mener des projets sur le territoire et puis aussi annoncer les prochains rendez-vous qui auront lieu les prochains lundis dans ces prochaines semaines avec d'autres candidats à la présidence de la région Grand Est. Merci encore, Eliane Romani, pour l'échange de ce soir et à très bientôt et bon courage pour la campagne qui commence. Merci bien. Merci à tous. À bientôt.